t'es déjà fait recaler à un entretien d'embauche? Imagine, tu postules dans une très grande boîte et là, on te dit non. C'est exactement ce qui est arrivé à Brian Acton en 2009. Et c'est également ce qui arrive à des milliers de personnes chaque jour. La seule différence, c'est que Brian, quelques années après, allait pouvoir revendre son entreprise à cette même boîte qu'il avait rejetée quelques années avant pour plus de 19 milliards de dollars. Comment est-il passé du statut de candidat recalé à cofondateur d'une appli rachetée à prix d'or? Une histoire de galère et de gloire, et avec en prime une énorme leçon d'entrepreneuriat. Des débuts très humbles, puis une croissance fulgurante pour devenir la première application de messagerie mobile au monde. Aujourd'hui, on va voir l'histoire d'une application dont le prix de rachat est supérieur à la vente d'Instagram, YouTube et Skype réunis. Voici l'histoire de WhatsApp. Notre histoire commence à la fin des années 90. Ian Coombe et Brian Acton se rencontrent alors qu'ils travaillent chez Yahoo en Californie. Ian est un immigré ukrainien arrivé aux États-Unis avec sa mère et avec très peu d'argent, au point qu'il survivait grâce aux bons alimentaires du gouvernement. Brian, quant à lui, est un développeur formé à Stanford. Au démarrage de WhatsApp, il sera plus âgé que la moyenne des start-upers, car il aura 40 ans au début de l'aventure. Et malgré leurs deux profils très différents, Ian et Brian vont très rapidement devenir amis au sein de Yahoo. Au bout de 10 ans, ils vont décider d'un commun accord de démissionner. On est en 2007 et les deux amis sont fatigués de la vie de bureau et de la vie d'une grosse entreprise. Ils décident de tout plaquer et d'aller voyager en Amérique du Sud pour prendre du recul sur leur vie. Alors ensuite, ils ont bien profité, mais 2 ans plus tard, ils ont plus d'argent et donc ils vont se mettre à chercher à nouveau du boulot. On est donc en 2009 quand Brian va toquer à la porte du géant Facebook. Et comme on l'a déjà dit, il n'a pas convaincu. En plus de ça, il va également tenter sa chance chez Twitter, mais pareil, il ne sera pas engagé. À la même époque, son ami Ian cherche également du travail et il essuie aussi énormément de refus. En fait, malgré leur grosse expérience à Yahoo, c'est très difficile à cette époque d'être recruté dans la Silicon Valley. Leur morale n'est donc pas au top et leurs économies fondent. Mais c'est souvent dans ces moments-là que vont naître les meilleures idées. En janvier 2009, Ian va acheter un iPhone et c'est là que le déclic va apparaître. L'iPhone est déjà une révolution à cette époque, mais il y a quelques mois, quelque chose vient d'apparaître dessus et ça fait directement tilt dans le cerveau de Ian. Cette nouvelle fonctionnalité, c'est l'App Store. Ian ici va directement déceler une opportunité de lancer une application et il va donc se mettre à réfléchir à la meilleure idée possible. En un jour, il sait déjà ce qu'il veut lancer. Ian souhaite lancer une application de statut personnalisé. Ça correspond un peu pour ceux à qui ça va parler des statuts de MSN à l'époque. Et donc ça va permettre entre amis de savoir si la personne est disponible pour discuter ou bien si elle est au travail, si elle est à l'école ou autre. Il choisit très rapidement un nom basé sur un jeu de mots, WhatsApp. Et le mot WhatsApp, c'est tout simplement un jeu de mots basé sur l'expression What's up en anglais, qui signifie quoi de neuf. Donc le but là-dedans, c'est tout simplement de rappeler l'esprit statut, mais de manière beaucoup plus décontractée. Et le 24 février 2009, Ian dépose officiellement la société WhatsApp Incorporation en Californie. L'aventure peut commencer. Sauf que ça va pas marcher du tout. En fait, les premières versions de WhatsApp, elles sont truffées de bugs, ça fonctionne pas du tout. Il y a quasiment personne qui l'utilise et le peu d'amis de Ian qui l'ont testé ne sont pas des utilisateurs fidèles. L'appli vide énormément la batterie et voilà, en fait ça marche pas du tout. Ian à ce moment-là, encore une fois, il est déprimé et il envisage sérieusement de tout arrêter et de retourner chercher un vrai travail parce que ses factures elles vont pas se payer toutes seules. Mais Brian, qui n'est pas encore de l'aventure pour l'instant, va remotiver son ami et va le pousser à continuer l'aventure. Attends quelques mois de plus, on ne sait jamais. Ian se remotive grâce aux mots de son ami et va donc décider de continuer l'aventure WhatsApp. Je m'arrête 15 secondes pour dire que c'est quand même super fou parce que si juste Ian n'avait pas été là à ce moment ou n'avait juste pas remotivé son ami, WhatsApp n'aurait peut-être jamais existé. Et c'est un peu bateau de dire ça, mais ça montre à quel point des fois on est juste à un échec du succès. C'est-à-dire que si on abandonne à ce moment-là, la fois suivante ça aurait pu être celle où ça a réussi. Et en l'occurrence ici, c'est exactement le cas d'Ian. Parce qu'en juin 2009, Apple va sortir une nouvelle fonctionnalité qui va tout changer pour Ian. Cette nouvelle fonctionnalité, c'est les notifications instantanées. Ian va directement intégrer cette nouvelle mise à jour à WhatsApp. Désormais, quand un de tes contacts met son statut à jour, tu reçois automatiquement une notification. Et la surprise, Ian va complètement perdre le contrôle de son application. En fait, les gens vont pas du tout l'utiliser comme lui l'avait conçu, mais vont commencer à s'envoyer des messages via ces notifications instantanées. Donc par exemple, je me suis levé en retard, j'arrive, bref, ils utilisent eux-mêmes l'application pour se parler en direct. WhatsApp vient involontairement de devenir la première application de messagerie instantanée.
Et là, Yann, quand il constate ça, il comprend qu'il a une seule chose à faire, pivoter l'application. En août 2009, donc seulement 2 mois après le lancement des notifications instantanées, pendant que cet été-là, tout le monde était en vacances, Yann se cache chez lui et recode toute l'application. WhatsApp 2.0 est maintenant disponible. Et c'est maintenant à 100% une application de messagerie instantanée. Et là, Yann va tout exploser. En quelques mois, il atteint plus de 250 000 utilisateurs. C'est énorme pour l'époque et sans aucun marketing. On parle d'une appli quasi artisanale qu'il a lancée depuis son salon tout seul. Et c'est à ce stade-là que Brian sent le bon filon et décide de rejoindre WhatsApp. Il est maintenant convaincu de son potentiel et en octobre 2009, il devient cofondateur. Alors bien sûr, il entre pas les mains vides. Avec lui, il amène plus de 250 000 $ de financement qu'il a trouvé auprès de ses anciens collègues de Yahoo. À ce stade-là, on peut un peu parler de love money. Alors c'est tout simplement le principe de lever des fonds pour un projet avec ses amis et non directement avec des investisseurs. C'est ce que font la plupart des personnes qui commencent au début. Cet argent va permettre à WhatsApp de se professionnaliser, d'acheter des serveurs et surtout de supporter la croissance fulgurante qu'ils ont. Yann et Brian sont maintenant prêts à faire grossir le projet. Yann sera le développeur et Brian, lui, va s'occuper de toute la partie marketing et financement. Ils vont louer un petit local industriel sans aucune décoration. La seule chose qu'ils vont mettre dans ce bureau, c'est une énorme pancarte avec écrit dessus « Pas de pub ». Leur but, c'est de rester focus sur l'essentiel et délivrer de la valeur à leurs clients. Pas de fioritures, que de la messagerie pure et simple. Et à cette époque, c'est un peu quelque chose de à contre-courant car la plupart des applications survivent grâce à la publicité. Donc c'est un pari très risqué parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas encore de business model et ils ne savent pas comment ils vont pouvoir gagner de l'argent avec WhatsApp. Mais on pourra le voir par la suite, c'est un pari gagnant car c'est ça qui a permis la croissance fulgurante de leur application. Ascension qui, on va le voir, n'a pas été sans complexité. Début 2010, WhatsApp commence à se rendre disponible sur d'autres supports. Une version BlackBerry est lancée et également une version Android. À notre époque, ça peut sembler anodin et normal d'être partout, sauf qu'à l'époque, c'était quelque chose qui se faisait très peu. On avait par exemple BBM sur BlackBerry et uniquement sur BlackBerry, mais WhatsApp, eux, ont rapidement décidé d'être disponibles sur tous les smartphones. Et c'est une bonne idée. C'est tellement une très bonne idée que Google, en 2010, souhaite déjà racheter WhatsApp. Mais Yann et Brian vont très rapidement refuser, ils souhaitent continuer leur aventure et faire croître eux-mêmes leurs produits. Mais le problème, c'est que qui dit plus d'utilisateurs dit aussi plus de coûts. Et nos deux fondateurs, ils ont pas tant d'argent que ça, les 250 000 $ sont partis très vite et ils vont alors à ce moment-là prendre une décision très audacieuse. WhatsApp ne sera plus gratuit. Alors ça, je sais pas si tout le monde est au courant, mais effectivement, à l'époque, WhatsApp était passé au prix de 99 centimes. Encore une fois, c'est un pari très risqué car la plupart des applications sont gratuites à l'époque, mais pourtant le public il adhère et il va acheter l'application en masse. Et c'est logique quand on connaît le coût des SMS à l'époque, et même encore maintenant dans certaines régions du monde. Là, tu payes une fois $1 et ta SMS appel illimité partout dans le monde, alors qu'un forfait pouvait te coûter facilement plus de 150 $ par an. Et donc cette décision stratégique va leur apporter une petite somme d'argent qui va leur permettre de voir l'avenir plus sereinement. À cette époque, leur équipe est toujours très minimaliste. Yann et Brian travaillent quasiment sans se payer et l'argent qu'ils récoltent par la vente de l'application sert tout juste à payer le coût des serveurs et des SMS de vérification de téléphone. Ils ne font pas du tout de marketing, pas du tout de publicité en ligne. Tous les clients qui arrivent, c'est par le bouche à oreille. En fait, les gens, ils adorent WhatsApp. C'est simple à utiliser, c'est pas cher, tu peux parler avec n'importe qui et peu importe son téléphone. Tous ces points cumulés vont faire qu'ils vont continuer leur croissance exponentielle. En avril 2011, WhatsApp va même intéresser un investisseur majeur, Sequoia Capital. C'est l'un des plus gros fonds de la Silicon Valley. Au début, forcément, Yann et Brian, ils sont très méfiants. Ils n'avaient pas vraiment envie de prendre l'argent des investisseurs car ça leur donnait aussi des comptes à rendre à ces investisseurs-là et ils allaient devoir échanger, débattre pour trouver des solutions et la direction future de WhatsApp. Mais après des mois de discussion, ils sont forcés d'accepter une offre de 8 millions de $ en échange d'un peu plus de 15% de leur société. Cette levée de fonds va valoriser WhatsApp à plus de 50 millions de $ et va aussi énormément les aider à passer à l'échelle supérieure en engageant des gens. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire va montrer qu'ils ont très bien fait d'accepter cette offre. Début 2013, WhatsApp va atteindre 200 millions d'utilisateurs actifs. Encore une fois, c'est qu'un chiffre, on se rend pas compte à quel point c'est énorme, et surtout pour une appli qui a été fondée par deux types qui à l'époque étaient au chômage. Leur équipe a grossi, mais elle reste très petite par rapport aux chiffres qu'ils font. On parle de 50 employés, là où leurs concurrents avaient plusieurs centaines d'employés. En juillet 2013, forcément, Sequoia Capital est très satisfait de son investissement et va réinvestir 50 millions supplémentaires, ce qui à ce moment-là va valoriser l'entreprise WhatsApp à plus de 1,5 milliard de $. Bien que le focus soit toujours sur la croissance, WhatsApp commence à gagner un peu d'argent. L'application ne coûte plus seulement $1, mais va coûter $1 par an, avec la première année gratuite. Fin 2013, WhatsApp
compte 400 millions d'utilisateurs actifs. Ils ont donc doublé leur nombre d'utilisateurs en seulement un an. Pour donner un ordre d'idée, à ce moment-là, WhatsApp est déjà plus utilisé que les SMS dans le monde. On estime que les opérateurs ont perdu plusieurs dizaines de milliards à cause de cette application. Autant dire que WhatsApp a déjà changé le monde. Et au-delà des chiffres, pour en revenir à leur principe de base, Yann et Brian ont respecté l'affiche qu'ils avaient placardée dans leur ancien bureau. WhatsApp ne fait pas de pub et ne revend toujours pas à ce moment-là les données personnelles. Et ils en collectent quasiment pas d'ailleurs. On va voir par la suite que quand un géant va arriver, ça va changer. Yann, qui lui a été marqué par son enfance en URSS, où tout était surveillé et où la vie privée n'existait pas, est très satisfait de ce qu'il a réussi à créer avec WhatsApp. Personne ne devrait avoir le droit d'écouter vos conversations. Sinon, on devient un état totalitaire. À ce moment-là, pour Yann et Brian, tout va pour le mieux dans leur monde. Mais c'est aussi à ce moment-là que leur destinée va prendre un énorme virage. En 2012, Yann reçoit une notification. Il ouvre son application et voit un email de Mark Zuckerberg. Mark, à cette époque-là, c'est déjà le patron de Facebook, une énorme entité. Il est déjà milliardaire et rachète des boîtes à la chaîne. Et Mark souhaite rencontrer Brian et Yann. Alors Yann et Brian, ils sont flattés, mais ils se doutent que si Mark veut les rencontrer, c'est pas seulement pour les féliciter d'avoir créé WhatsApp. Le souci, c'est que Facebook est beaucoup trop différent de la culture qu'ils ont, et donc ils hésitent à accepter ce rendez-vous. Mais malgré ça, ils vont quand même accepter de le rencontrer quelques fois. Ils vont ainsi refuser plusieurs offres de Mark Zuckerberg, et pendant 2 ans, il ne va faire que les relancer en leur faisant des offres de plus en plus grosses. Et finalement, le 19 février 2014, l'annonce tombe. Facebook rachète WhatsApp pour plus de 19 milliards de dollars. C'est un montant astronomique et historique même. À l'époque, c'est le plus gros montant dépensé pour racheter une boîte, financé par du capital risque. En fait, Mark, il voyait tellement WhatsApp comme quelque chose qui allait menacer son business qu'il était prêt à investir énormément pour être sûr de s'en accaparer. Yann et Brian, ayant accepté cette offre, sont donc directement milliardaires. Eux qui, quelques années auparavant, étaient encore au chômage, ont pu négocier d'égal à égal avec Mark Zuckerberg et ont forcément, en plus de cette vente, rejoint le groupe Facebook en restant à la tête de WhatsApp. Ce qui va leur permettre de développer leurs produits avec beaucoup plus de moyens, toujours sans pub pour l'instant, et en gardant leur philosophie. C'était leur condition pour accepter que la vente se fasse. Et là, petite anecdote qui reflète toute la symbolique de ce deal pour Yann, il a insisté pour signer les papiers de vente sur le bureau de poste social de Mountain View, l'endroit même où il venait ado avec sa mère pour chercher des coupons alimentaires pour se nourrir. Le jeune immigré ukrainien pauvre a signé un contrat de 19 milliards de dollars sur le pas de la porte où il faisait la queue pour pouvoir se nourrir. Et là, pour lui, la boucle est bouclée. Après le rachat, c'est l'euphorie. Yann et Brian sont acclamés comme des rockstars de la tech et des modèles de réussite. Ils assurent aux utilisateurs inquiets que rien ne va changer sur WhatsApp, que l'application restera indépendante, sans pub et sans collecte de données. Et pendant un moment, c'est vrai, WhatsApp va donc continuer son chemin et les utilisateurs, eux, vont encore plus exploser. Seulement quelques mois après le rachat, on passe à plus de 600 millions d'utilisateurs, puis 700 millions en 2015 et début 2016, on franchit la barre des 1 milliard d'utilisateurs. Aujourd'hui, WhatsApp compte environ plus de 3 milliards d'utilisateurs répartis dans le monde. C'est juste colossal et quasiment une personne sur 3 sur la planète utilise WhatsApp. Yann et Brian sont riches, ils ont respecté leurs principes, mais forcément, quand on est au sommet, on peut que chuter. Malheureusement, l'idylle avec Facebook ne va pas durer éternellement. Plus les années passent et plus la tension monte entre nos fondateurs et la maison mère de Facebook, qui est maintenant Meta. Et la cause principale, c'est forcément la monétisation et la protection des données utilisateurs de WhatsApp. Forcément, Facebook veut rentabiliser son énorme investissement en trouvant des moyens de rentabiliser WhatsApp. Donc, ils vont penser à de la publicité ciblée, des outils pour les entreprises comme WhatsApp Business et le partage des données entre Facebook et WhatsApp pour rendre les pubs encore plus personnalisées et donc encore plus rentables. Yann et Brian, eux, sont très mal à l'aise. Ces idées sont complètement contraires à leur philosophie initiale et donc forcément, à un moment donné, ça va mener à la rupture. En septembre 2017, Brian Acton va quitter l'entreprise qu'il a cofondée. Il renonce ainsi à des centaines de millions de dollars en stock options qu'il devait débloquer en restant dans l'entreprise. C'est dire à quel point il était en désaccord avec les décisions prises. Bon, il n'est pas non plus à plaindre, il a quand même gagné énormément d'argent avec la vente de WhatsApp au préalable. Et début 2018, c'est à Yann de suivre ce chemin en quittant WhatsApp. Il aurait même déclaré avec amertume « J'ai vendu la vie privée de mes utilisateurs ». Ce constat, il est très rude, mais il souligne à quel point les deux hommes étaient contre ce que Facebook
Facebook était en train de faire. Brian Acton, de son côté, il va utiliser son argent pour créer la Signal Foundation, fondation à l'origine de la messagerie sécurisée Signal, un concurrent beaucoup plus strict sur la confidentialité que WhatsApp. Le fondateur de WhatsApp a créé un refuge pour ceux qui ne font plus confiance à son ancienne application. Aujourd'hui, WhatsApp reste un outil formidable utilisé par des milliards de personnes dans le monde entier. Facebook n'a pour le moment, en tout cas officiellement, toujours pas rentabilisé son investissement et cherche toujours à créer plus de synergie entre WhatsApp et ses autres applications. Cette histoire, c'est l'histoire de deux chômeurs qui ont eu une idée, qui l'ont lancée rapidement, qui ont rencontré par chance peut-être ou par talent un succès mondial. C'est l'histoire d'une application qui a révolutionné le monde, l'histoire de Brian qui a empêché Yann d'abandonner son idée au moment où il doutait le plus, mais c'est aussi l'histoire de deux personnes qui ont en quelque sorte accepté de vendre leurs valeurs et qui l'ont amèrement regretté par la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est la première vidéo que je fais, donc si elle t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like et un commentaire. Sur cette chaîne, je vais poster une vidéo par semaine qui racontera l'histoire d'un business ou d'un entrepreneur à succès. N'hésite pas à me dire quelle histoire tu voudrais me voir raconter dans les prochaines vidéos.